Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons Maël Meignet, chargé de recherche à la HETSL à Lausanne. Nous allons parler de l'engagement citoyen, de la pluralité des logiques d'aide et de la notion d'inconditionnalité. Bonne vidéo. Maëlle Meignet, je suis sociologue spécialisée en politique sociale. Donc après des études en sciences sociales à l'université de Lausanne, j'ai fait un bachelor et un master, puis j'ai ensuite poursuivi avec un doctorat avec une spécialisation en politique sociale justement. J'ai fait une thèse qui analyse l'aide telle qu'elle est conçue, mise en œuvre et institutionnalisée dans le monde associatif, avec une ethnographie d'une grande association dans le canton de Vaud, pour comprendre un peu comment l'aide se constitue et s'institutionnalise, et puis comprendre le rôle des associations aussi dans les politiques sociales. Je me suis ensuite tournée vers les HES en travail social pour poursuivre mon post-doctorat. Récemment, donc, j'ai mené une recherche sur la Maro de Lausanne, donc une recherche qui a été dirigée par Antonio Magalhães de Almeida et la professeure Dominique Malatesta, qui travaille aussi à la Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne. L'aide sous toutes ses formes, en fait, c'est pour ça que j'utilise un peu ce concept très large, parce que ça me permet d'interroger en fait les politiques sociales sous des formes extrêmement diverses et pas forcément très institutionnalisées. Donc l'aide qui est ce rapport sociologique entre une personne qui apporte une aide et une personne qui la reçoit. De manière générale, je me suis toujours interrogée sur ces thématiques des différentes formes d'aide dans les politiques sociales, et puis tout particulièrement aussi sur les engagements, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, mais des engagements dans l'intervention sociale, particulièrement dans le monde associatif. Donc j'interroge aussi cette articulation entre l'État et les associations dans le domaine de l'aide. J'ai une approche qui interroge un peu tous les niveaux, parce que c'est vraiment une approche des politiques sociales, mais qui permet de plonger un peu aussi au cœur de l'action. J'interroge autant les grandes dynamiques sociales et politiques et les mouvements sociaux, le changement social, donc à un niveau très large, et puis autant l'intervention de terrain, donc comment ça se passe pour les intervenantes et les intervenants sociaux. Je décompose au moins 3 niveaux, hein, le niveau des constitutions des politiques sociales, le niveau plutôt mise en œuvre et application, donc au niveau institutionnel, et puis un niveau vraiment de l'intervention, de comment ça se passe dans la relation d'aide. De manière très générale, je m'inscris dans ce qu'on appelle une sociologie de l'action. On part vraiment de l'action des individus, donc vraiment de ce qui se passe pour les gens et qu'est-ce que les gens font et qu'est-ce que les gens disent, vraiment dans le courant de l'action, donc dans leur vie quotidienne en fait. C'est vraiment ça qu'on observe pour ensuite généraliser et conclure quelque chose de plus large. Il y a le concept d'aide du coup que j'utilise de manière très générale, le concept d'engagement aussi qui permet de vraiment partir justement des acteurs et comment ils s'engagent dans l'action et comment ils sont engagés dans l'action, donc à la fois les dynamiques individuelles et puis les dynamiques contextuelles de comment l'action, dans quoi elle s'inscrit, dans quel environnement social et politique elle s'inscrit. Et puis au niveau méthodologique, ce que je privilégie comme approche, c'est plutôt une approche ethnographique, donc ça veut dire par immersion, où on va observer et participer à différentes activités vraiment auprès des personnes qui sont concernées. Donc ça permet d'aller tout près de ce qui se passe sur le terrain. C'est un collectif, un groupe de citoyennes et de citoyens qui vont tous les soirs, ou presque tous les soirs, le plus souvent possible, ils vont dans la rue à Lausanne, dans différents lieux de Lausanne, pour venir en aide aux personnes qui vivent dans la rue essentiellement, ou des personnes qui sont en
en situation d'extrême précarité, et puis qui leur apportent alors d'une part une aide matérielle, où on leur amène de la nourriture essentiellement, et puis accessoirement aussi des vêtements ou des biens de première nécessité, et puis également une dimension de lien social où l'idée c'est aussi de pouvoir discuter avec les gens, d'apporter une écoute, éventuellement des conseils. Alors la particularité donc de ce collectif, la Maraude de Lausanne, c'est vraiment que c'est un collectif qui se veut totalement informel, donc dans son organisation, dans sa structure, ou son absence de structure plutôt, et puis qui veut fonctionner sur un mode totalement horizontal. Donc il n'y a pas de structure, ils ne sont pas constitués en association, donc il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a même pas de comité qui chapeauterait les actions. Donc ils ont plutôt une structure basée sur des activités qui planifient, qui organisent les maraudes le soir, mais il n'y a pas de pouvoir décisionnel qui est attribué à l'une ou l'autre personne. De manière plus générale, ce qui est intéressant dans les actions collectives, c'est que du coup, il n'y a pas d'institution qui pose des règles, qui impose des normes. Donc, a priori, comme ça, sociologiquement, tout est ouvert. Et donc, ça laisse une grande marge de manœuvre et de liberté et une part d'indétermination. On ne sait pas comment va prendre forme l'aide ou pas, ou enfin comment ça va se constituer. Ça veut dire que les relations, elles sont interpersonnelles. Il n'y a pas de médiation d'un tiers qui viendrait donner un cadre à ce qui se passe. Tout est possible potentiellement. Ça permet une forme d'intervention sociale qui est totalement ouverte. Ils s'organisent uniquement sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc c'est vraiment leur mode de fonctionnement. Ils n'existent pas en dehors du réseau social, et puis en dehors de ce qu'ils font dans la rue, il n'y a pas d'autre espace où ils existent. Donc ça fait un mode de fonctionnement qui est assez spécial, où c'est uniquement sur le réseau social. Ça permet un engagement très souple et puis multiforme en fait. Donc un engagement qui va d'un simple clic en likant la page du collectif pour dire ok, j'adhère à ce qu'ils font. Et puis à l'autre extrême, il y a des engagements extrêmement forts et quotidiens de personnes qui vont tous les soirs et qui vont même offrir jusqu'à leur logement pour héberger quelqu'un. Donc ce fonctionnement permet une palette d'engagement qui est extrêmement large, et c'est ça qui est intéressant. Dans un cadre qui est institutionnalisé, on ne pourra jamais voir quelqu'un qui va héberger un bénéficiaire chez soi. C'est une des premières choses qu'on apprend aux professionnels et aux bénévoles, c'est de dire ok, il y a une limite, il y a une distance à respecter, il y a une sphère privée sur laquelle vous ne devez pas empiéter. Donc à bien séparer aussi les espaces de qu'est-ce que je fais dans le cadre de mon activité, qu'elle soit professionnelle ou bénévole, et puis qu'est-ce que je fais en tant que citoyenne ou citoyen, où je fais ce que je veux, quoi, y compris qui implique ma vie privée. Il y a une part de dimension politique dans ce type d'action, au moins à 3 niveaux, je dirais, ou à un niveau d'engagement, la question de l'engagement militant du collectif, alors qui se disent en partie apolitiques, mais qui participent tout de même à certaines actions, comme il y a eu ce grand événement du Sleep Out il y a 2 ans. Ils prennent part à ces formes d'action militantes, ça existe aussi de la part de ce collectif, et puis plus largement ils s'inscrivent aussi dans certains mouvements sociaux, comme la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a aussi un discours dans ce sens-là de la part de la Maraude. Il y a aussi un niveau de la dimension politique d'une action comme ça à Lausanne. Ça s'inscrit dans un dispositif institutionnel qui existe déjà au préalable, qui est largement étendu à Lausanne. C'est plutôt une ville
qui connaît un grand dispositif institutionnel pour ces mêmes populations qui sont dans une grande précarité. Donc il existe des institutions. Donc il y a aussi toute la dimension politique de qu'est-ce que ça veut dire d'amener encore une aide supplémentaire. Donc en creux, il porte aussi une critique envers le système en disant ok, est-ce que ce qui existe déjà c'est pas suffisant, est-ce que c'est pas la bonne manière d'aider. Donc il y a toute cette question que ça pose du fait même qu'ils existent et qu'ils viennent aider dans la rue. Il y a un troisième niveau de la dimension politique de l'intervention, de la dimension politique de l'aide, de qu'est-ce que ça veut dire d'apporter une aide inconditionnelle à l'heure actuelle. Ça implique aussi une forme de reconnaissance de l'autre, autre avec un grand A, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, donc d'une reconnaissance d'une commune humanité et donc une autre vision du monde qu'on apporte, une vision alternative de qu'est-ce qu'on doit mettre en place ou pas pour tout un chacun donc c'est une forme de discours aussi sur le monde tel qu'il est, tel qu'il devrait être, que de proposer une aide inconditionnelle comme ça. C'est extrêmement variable, donc c'est assez difficile de répondre à cette question de est-ce qu'ils connaissent le dispositif ou pas, parce que ça dépend vraiment des personnes qui maraudent. Il y a parmi elles, des travailleurs, des travailleuses sociales qui sont extrêmement bien informés et puis qui peuvent aussi faire un travail de rediriger les gens éventuellement dans d'autres structures. Et puis il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas du tout ce qui existe, qui ont simplement vu sur internet il existe ça à Lausanne, j'ai envie d'aider parce que je trouve que c'est insupportable de vivre avec l'idée qu'il y a des gens qui dorment dans la rue et qui ont peut-être faim, et puis je m'engage par ce biais-là, et qui n'ont pas forcément connaissance de ce qui existe par ailleurs comme dispositif, qui n'ont pas non plus un discours sur le dispositif, parce que c'est pas la porte d'entrée qu'ils ont pour leur engagement. Je pense que les particularités des actions collectives, voilà, de cette plasticité, de cette informalité dans l'organisation, probablement que c'est à la fois leur force et leur faiblesse. C'est-à-dire que c'est leur force parce que ça permet de faire tout un tas de choses que d'autres ne font pas. Ça permet d'être innovant, ça permet d'être flexible, ça permet d'organiser comme ça une action dans la rue en quelques heures sur Internet, ce qui est assez exceptionnel. Puis à la fois, c'est aussi leur faiblesse, parce que ça veut dire que, en l'absence d'un cadre, il y a aussi toute une incertitude sur l'action, sur sa pérennisation. On ne sait pas d'un jour à l'autre si une maraude va pouvoir avoir lieu ou pas. Donc c'est aussi une faiblesse dans le sens qu'il y a une incertitude sur est-ce qu'on peut continuer ou pas, qu'on sait qu'on peut agir ou pas. Donc c'est une faiblesse potentielle dans l'organisation, parce qu'il y a une fragilité de l'organisation dans ce sens-là. Et puis ça pose aussi la question des limites qu'il y a dans l'intervention elle-même. Personne n'est responsable de dire qui on aide, qu'est-ce qu'on donne, comment. Ça peut aussi être une faiblesse de dire ok, du coup c'est les gens eux-mêmes dans l'action qui doivent décider comment on fait, et puis quelles limites on pose. Ça peut aussi être source de désaccords, de conflits, de tensions sur est-ce qu'on va donner à telle personne, si on n'a pas assez pour donner à tout le monde, à qui on donne, et puis de se retrouver dans ce genre de situation alors qu'il n'y a aucun cadre qui prédéfinit de ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. C'est aussi une mise en danger des personnes, une source de tension potentielle. Ce que ça permet aussi, c'est de redonner une place extrêmement importante aux usagères et aux usagers sur le terrain.
C'est-à-dire qu'on a observé toute une part de régulation, d'autorégulation des usagers par les usagers, où finalement, en l'absence de règles qui est amenée par le collectif, ben c'est aussi les usagères et les usagers qui peuvent qui participent de ça et qui participent de la régulation et qui se reprennent les uns les autres. Si tout d'un coup il y a un usager qui est pas adéquat dans son comportement, bah ça va être les autres qui vont le reprendre, le remettre à sa place, donc qui vont gérer aussi les interactions, qui vont gérer les files d'attente pour prendre la nourriture. Donc le fait que ce soit ouvert comme ça permet aussi de vraiment redonner une place extrêmement centrale aux usagers. Historiquement, il y a différentes formes d'associations. Il y en a qui sont nées justement d'initiatives plutôt citoyennes, il y en a qui sont nées d'initiatives religieuses, en référence à un principe de charité chrétienne. Donc, il y a plusieurs associations qui se sont aussi construites comme ça historiquement. Il y a des associations qui se sont tout de suite construites en relation, en proximité avec les dispositifs de l'État. Il y en a d'autres qui sont construits en opposition à ce que fait l'État. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup maintenant ce qui existe est extrêmement varié, puis il y a différentes formes d'aide qu'on retrouve dans le monde associatif qui répondent à des logiques différentes en fait. On a autant une logique d'aide dite humanitaire ou de l'aide à la survie que des logiques d'insertion plus ou moins poussées et plus ou moins institutionnalisées. Il y a aussi des secteurs extrêmement variés dans le monde associatif, donc qui intervient en fait dans l'ensemble des politiques sociales en Suisse. Ça a vraiment imbriqué le monde associatif de l'aide de manière générale, il est complètement imbriqué au dispositif des politiques sociales étatiques. C'est vraiment, on est dans un pays où il n'y a aucune politique sociale qui se définit et se met en œuvre totalement indépendamment du monde associatif. Donc c'est vraiment articulé. Donc il y a dans le monde associatif de l'aide matérielle, de l'aide alimentaire, aide au logement, il y a aussi de l'aide immatérielle sous forme qui répond à un besoin de lien social, d'écoute, de conseil, de soutien, puis des logiques d'insertion sociale, des logiques d'insertion professionnelle, de l'aide administrative, de l'aide juridique, de l'accompagnement social. Enfin, tout ça existe dans le monde associatif. Puis ça renvoie aussi à différents types de financement des associations qui sont aussi extrêmement variés, des financements dits privés, donc que ce soit des dons de particuliers, des dons de fondations, ou des financements dits publics, donc qui viendraient de l'État, que ce soit confédération, commune, canton, sous la forme de subventions générales ou sous la forme de contrats de prestation. Historiquement, on avait plutôt des subventions et puis de plus en plus maintenant des contrats de prestation où ce qui est financé est cadré, formalisé, où on finance une action précise qui est co-définie en fait par le financeur et par l'association, alors que la subvention générale c'est une enveloppe qu'on alloue à une association puis elle en dispose comme elle veut. Ça répond aussi à des logiques différentes quand on a une idée précise d'une mesure d'insertion sociale qui vise tel public, ben on va plutôt aller vers un contrat de prestation qui définit très clairement qui est visé, qui y a droit ou pas droit, et puis quels sont les objectifs qu'on pose, et puis qu'est-ce que l'association doit mettre en œuvre ou pas pour répondre à ces objectifs pour ce public cible particulier. Alors que quand on est dans une aide, par exemple, plus proche de l'aide à la survie, on a plus souvent des formes de subventions, ou même c'est de manière plus générale couvert par des dons privés,
où en fait il n'y a pas d'autre objectif de dire on alloue des ressources pour pouvoir venir en aide, en apportant une aide matérielle, logement, nourriture à telle ou telle personne. Je pense que le sens de l'action, du coup, il est extrêmement différent. Enfin, c'est pas la même aide, du coup, c'est pas le même sens qu'on donne à l'aide aussi quand on travaille pour un hébergement d'urgence, par exemple, ou quand on travaille pour une mesure d'insertion professionnelle. C'est pas, ils considèrent pas ça comme un même métier, puis d'ailleurs, c'est pas un même métier, c'est pas le même travail qu'on fait quand on apporte à manger à quelqu'un ponctuellement parce qu'il a faim, ou bien quand on fait un suivi d'une personne parce qu'on veut qu'elle retrouve un emploi. Donc, de la part des professionnels, c'est pas du tout les mêmes compétences qui sont mises en avant et qui sont exigées, puis ça n'a pas le même sens pour eux. Mais c'est aussi important de dire que ils hiérarchisent pas le sens. Dans la plupart des associations, il y a une diversité de formes d'aide, et puis chacune répond à des besoins particuliers, des logiques particulières, en fonction des publics, en fonction des besoins des publics, en fonction de différents problèmes sociaux qu'on va identifier, puis auxquels on essaye de répondre. Il y a tout un débat dans la littérature scientifique sur la définition qu'on peut donner ou pas à la pauvreté, à la précarité. Moi, ce qui m'a intéressée surtout, c'est de voir que la pauvreté, c'est aussi une rhétorique de la part des associations pour essayer de circonscrire, un peu d'identifier les populations qu'on aide pour leur donner un sens et une forme, quand bien même c'est des publics extrêmement variés si on parle dans les termes du travail social. Mais par ailleurs, les définitions sont très vagues et très larges, et puis ça couvre plein de problématiques différentes. Il y a différentes formes de pauvreté et de précarité, des formes matérielles, socio-économiques, des formes plutôt symboliques. Enfin, puis quand on parle de précarité, en général, c'est un peu plus large que pauvreté, puis ça désigne toute forme de pauvreté ou de pauvreté potentielle ou de risque de pauvreté. C'est des termes qui parlent à tout le monde. Donc c'est aussi une manière d'approcher le problème et de le rendre compréhensible pour tout un chacun, y compris pour le grand public quand on s'adresse dans les médias, y compris pour les financeurs, y compris le personnel de l'État avec qui on collabore. Donc c'est des notions qui sont polysémiques, mais en même temps elles ont le mérite d'être parlantes et d'être immédiatement identifiables comme un problème auquel on doit répondre. Dans le domaine du travail social, l'inconditionnalité, ça désigne une manière d'intervenir qui est sans condition. Le plus généralement, sans condition d'accès. En fait, c'est un sous-entendu qui n'est pas toujours précisé. Mais la plupart du temps, quand on parle d'inconditionnalité, ça veut dire qu'il n'y a pas de condition pour accéder à tel ou tel dispositif, telle ou telle mesure. Donc c'est la condition, l'absence de condition d'accès. Potentiellement, on refuse personne. Dans l'inconditionnalité, il y a aussi toute une éthique d'action qui va avec, où une aide inconditionnelle, ça implique aussi tout un tas de principes et de valeurs qui font que l'autre, il est considéré et il est reconnu pour ce qu'il est et là où il est. Où on va pas essayer de le faire rentrer dans des cases, qui est symboliquement extrêmement fort. Tout se rejoue continuellement dans l'action. Vu que par principe on est inconditionnel, il n'y a rien qui
définit des formes de conditionnalité, ça veut dire que l'aide est continuellement définie en cours d'action. Ça veut dire que si on n'a pas assez de ressources, alors à qui on va allouer les ressources ? Donc à qui on donne, combien on donne, qu'est-ce qu'on donne, et puis qu'est-ce qu'on fait des situations où le principe d'inconditionnalité il est mis à l'épreuve, par exemple par un comportement de la part d'un usager ou d'une usagère qui serait dérangeant, qui serait considéré comme irrespectueux. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce qu'on donne quand même à manger à quelqu'un qui n'a pas fini son assiette ? Ce genre de questions. Est-ce qu'on redonne un habit à quelqu'un qu'on a déjà donné la veille et puis qui dit l'avoir perdu mais qu'on ne sait pas si c'est vrai ? Enfin, c'est ce genre de questions en fait du coup très concrètes qui se rejouent sans cesse